Notre invité politique ce matin, c'est Hervé Morin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, président de la région Normandie. Je suis je vous dis bonjour. Et président des centristes. Et on dit bonjour à Thierry Rabillet, puisque cette interview est en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Et Thierry Rabillet, qui est donc le rédacteur en chef de Paris Normandie. Bon, quel temps il fait à Rouen, monsieur Rabillet? Il fait très beau, comme d'habitude. Il n'y a pas du tout de mauvaise foi. Allez, on commence cette émission en parlant de la crise sanitaire. Et évidemment, et Jean Castex qui a dit hier qu'on était dans une sorte de troisième vague avec la question des variants. Est-ce qu'on est prêt à l'affronter, cette troisième vague, pour vous? Écoutez, très clairement, on a aujourd'hui une très forte tension hospitalière dans un certain nombre de régions. Je vois même la Normandie, le taux d'incidence augmente, les capacités de réanimation sont de plus en plus sollicitées. Et donc, très clairement, on assiste à un vrai regain de l'épidémie, malheureusement. Et ça, c'est cette espèce de course entre la vaccination et ce maudit virus, quoi. Ça veut dire que vous êtes inquiet sur la situation dans votre région, dont on parle pas pour le moment. Je suis inquiet, d'une part, bien sûr, pour des raisons sanitaires, et je suis surtout inquiet aussi pour les conséquences économiques. Quand je vois à la fois les engagements financiers considérables que l'État et la région ont pu mettre pour sauver des boîtes qui allaient très bien il y a un an. Et donc, ces boîtes-là ont sollicité beaucoup leur trésorerie, elles allaient plutôt bien. La reprise se fait sur un certain nombre de secteurs, mais d'autres restent encore très atteints. Et donc, je me dis, il ne faut pas que ça dure encore des mois et des mois, parce qu'on va arriver à une catastrophe économique et donc sociale derrière. On va y revenir sur ces questions économiques et sociales, mais pour finir sur le confinement qui semble quasi inéluctable en Ile-de-France, si on écoute ce qu'a dit Jean Castex hier. Est-ce que pour vous, il doit être complété de mesures de limitation des déplacements, ce confinement, pour éviter qu'il y ait des Parisiens qui viennent, par exemple, dans votre région normande? Peut-être, enfin, je n'ai pas l'ensemble des paramètres qui me permettent de pouvoir prendre position sur ces sujets-là. S'il le faut, faisons-le. Mais clairement, il faut autant que possible mettre les gens en télétravail, autant que possible réduire les risques de contamination, reprendre, je l'espère, la vaccination le plus rapidement possible. Parce que très franchement, la décision de la suspension de la vaccination, moi, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un en Normandie qui comprenait cette mesure. Soit il y a des éléments qu'on ne connaît pas et que la presse ne nous a pas donné, et dans ce cas-là, on veut bien comprendre, mais il y a quand même deux choses. La première, c'est le sentiment de suivisme de la France à l'égard par rapport à l'Allemagne. J'en profite pour dire que pour l'Europe, cette crise sanitaire sera un rude coup, et sur le projet européen, parce qu'on a vu à la fois l'égoïsme des nations, l'incapacité de l'Union européenne de répondre efficacement à la question de la vaccination par rapport aux États-nations. Ces questions-là vont se poser. Ça veut dire que c'est un coup dur pour l'unité de l'Union européenne? Non, c'est un coup dur sur le projet européen et ce qu'on a voulu en faire, parce qu'on a vu des pays qui chacun décidaient de traiter ça à leur façon. Les uns allons voir les Chinois, les autres les Russes, les troisièmes essayant de trouver des vaccins. Je rappelle ce qu'on a vécu aussi sur les masques au préalable. Donc la question du projet européen, le projet européen a pris un rude coup à travers cette crise, parce que l'Europe n'a pas montré non plus, disons-le clairement, une efficacité considérable. Alors après, il y a la question... Juste pour finir là-dessus, quand Jean Castex dit hier que l'Europe doit montrer les crocs, notamment sur AstraZeneca, il a raison ou pas? Non, mais la question, pour moi, alors c'est toujours facile après de refaire l'histoire, hein, je reconnais, mais entre payer un vaccin un peu plus cher, essayer de tirer les coûts et les prix, quand la question c'est faire en sorte qu'on sorte le plus rapidement de cette crise, je pense que le raisonnement est assez simple. Même s'il faut surpayer un peu les vaccins, il valait mieux le faire pour avoir un maximum de vaccins et vacciner un maximum de personnes, parce que ça coûte moins cher pour le pays, économiquement, socialement et même humainement, parce qu'on vit quand même une terrible épreuve. Et donc, le raisonnement n'a pas été le bon. Et deuxièmement, très clairement, l'Europe est en retard en matière de vaccination par rapport à beaucoup d'autres pays. Je termine sur AstraZeneca. Moi, j'ai des choses que je ne comprends pas. D'une part, il y a toujours cette question entre les risques éventuels liés à AstraZeneca et le coût de l'arrêt de la vaccination. Très clairement, il faut quand même mettre en balance ces deux éléments. Pour vous, clairement, il ne fallait pas suspendre la vaccination? Écoutez, sauf s'il y a des éléments que nous ne connaissons pas, mais j'ai pas eu encore le premier argument. Mais quand il y a 17 millions, 15 millions, 16 millions de Britanniques qui sont vaccinés, et qu'on vous dit que par rapport à la population générale, il n'y a pas plus de cas de thrombose, vous vous dites, mais
pourquoi on arrête cette vaccination? Ça a été une erreur politique? Ouais, on a le sentiment que ça donne, sont des pays européens affolés, une espèce de sentiment de panique. Tout ça, tout de même, est très interrogeant, quoi. Thierry Rébier a une question sur la vaccination pour vous. Justement, il y a quelques semaines, vous nourrissiez beaucoup d'espoir sur les vaccins, sur la mise sur le marché de nombreux vaccins. Là, le 4e est suspendu pour l'instant sur le territoire français, parce que vous espériez pouvoir acheter des doses de vaccins pour justement vacciner en Normandie ce que vous appeliez ceux qui font vivre l'économie, les actifs, les 20-60 ans qui ne sont pas prévus comme des personnes prioritaires à vacciner. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de vos discussions justement avec des potentiels laboratoires qui, avant l'été ou au début de l'automne, pourraient éventuellement prendre le risque de vendre des vaccins directement à une collectivité locale? Écoutez, Thierry Rabillet, moi j'ai toujours dit, comme on l'a fait sur les masques, je vous rappelle que nous avons tout de même fourni 2 millions de masques au personnel de santé en Normandie, parce qu'il manquait des masques dans les hôpitaux. On a fourni, je vous rappelle, plus de 2 millions de masques aussi aux acteurs économiques pour leur permettre de reprendre au moment où cela a été possible. Et la première question que posaient tous les chefs d'entreprise, comme vous vous souvenez, c'était « mais je ne peux pas reprendre le boulot tant que je ne suis pas en capacité de fournir des masques à mes collaborateurs ». Bien. Après, on en a fourni aux collectivités locales. Et donc, ma démarche sur les vaccins était la même. Ma démarche n'était pas d'être en concurrence avec l'État. Ma démarche était d'être en complémentarité, donner un coup de main, faire en sorte que là où on peut être utile, on le soit. Sur les masques, je n'ai pas cherché à mettre en place mon propre dispositif de distribution avec mes critères. J'ai appelé la DG de l'ARS, je lui ai dit voilà, vous me direz là où vous trouvez qu'il faut fournir des masques et c'est vous qui déciderez de les mettre là où vous le souhaitez. Bien, j'ai à l'époque dit cela parce que, regardez, en Normandie, on aura 2 usines qui vont produire des vaccins. L'une qui va bientôt, je l'espère, en produire aussi, sur un autre vaccin qui n'est pas encore sur le marché, qui est le CureVac. Et donc, le raisonnement que je tiens, c'est que mon sentiment, sauf malheur sur des vaccins qui seraient obligés d'être retirés, c'est qu'on va avoir, à partir de l'été, massivement des vaccins qui seront produits en Europe et dans le monde, et même en France. Et donc, les discussions que j'ai eues avec les industriels, pour tout vous dire, j'en ai eu, c'est de dire sur des capacités marginales, on doit pouvoir éventuellement trouver des vaccins. Alors après, il faut que j'en ai le droit. C'est un autre sujet. Le droit d'en acheter, ce que le gouvernement pour l'instant ne nous autorise pas, comme il ne nous autorisait pas sur les vaccins. Et par ailleurs, c'est le rythme de la vaccination en France. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, les actifs, les 40-60, ils n'étaient pas du tout vaccinés. Et puis après, on a eu différentes stratégies. Et ensuite, on a eu le président de la République qui nous a expliqué qu'avant la fin de l'été, tout le monde serait vacciné en France. Alors, le président de la République ou le ministre de la Santé, je ne sais plus, il y en a un des deux. Bon. Donc, si tout le monde est vacciné durant l'été, le problème est réglé. Donc on verra bien. Mais je continue à penser que des régions pourraient apporter un coup de main supplémentaire là où on pourrait trouver des marges, des vaccins marginalement dans le cadre des commandes qui sont faites. Question sur les écoles, les lycées, Thierry ? Oui, en juin dernier, vous étiez même un petit peu agacé de voir la précipitation avec laquelle le gouvernement vous incitait à rouvrir les lycées pour quelques jours avant les vacances d'été. Est-ce que finalement, avec le recul, c'était déjà une bonne idée ? Justement, est-ce que c'était une bonne idée d'impulser finalement ce retour à l'école quand on voit que quasiment 6 mois plus tard, on est face toujours à cette crise sanitaire et on voit que la jeunesse souffre énormément et que cette continuité pédagogique en présentiel permet un petit peu quand même d'adoucir la note. Au mois de juin, le débat était différent. Le débat, c'était rouvrir des lycées pour 8 jours ou 10 jours, avec des conseils de classe qui avaient la plupart du temps eu lieu. Et si j'avais pris cette position en disant « n'ouvrons que là où c'est vraiment nécessaire », on m'avait cité par exemple l'histoire des classes préparatoires, c'est parce que les proviseurs eux-mêmes avaient évoqué cette question en me disant « comment faire revenir des élèves en classe quand au bout du compte il n'y a plus d'enjeu ?» parce que l'année scolaire est terminée. Donc les faire revenir 1 jour ou 2 jours pour reprendre contact avec leurs profs pour préparer l'année suivante, oui. Et d'ailleurs, au bout du compte, c'est ce qui s'est passé.
Rouvrir les lycées comme le gouvernement l'annonçait totalement, pleinement, alors qu'il restait 8 jours de scolarité, j'avais trouvé ça tout de même un peu curieux. Bon, ben voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que Jean-Michel Blanquer a raison de dire qu'il faut tout faire pour maintenir les établissements scolaires ouverts ? Moi, je regarde le taux de contamination dans nos personnels qui travaillent dans les lycées. Comme vous le savez, ils sont très nombreux. C'est environ 3500 agents. On a très très peu de contamination. On en a un tout petit peu plus par rapport aux semaines suivantes, des précédentes, mais très peu. Donc en clair, aujourd'hui, rien n'indique que les protocoles sanitaires qui ont été mis en place dans les lycées soient défaillants. Puisqu'on a dans nos personnels très très peu d'agents qui sont contaminés. Un mot sur un autre sujet, c'est ce passeport vert qui doit être présenté aujourd'hui à Bruxelles. C'est une sorte de passeport vaccinal pour faciliter les voyages au sein de l'Union européenne qui doit être mis en place avant l'été. Il faudra dire si on est vacciné, si on est guéri, si on est testé négatif au Covid. Est-ce que ça, c'est une bonne idée pour vous, notamment pour relancer le tourisme et le tourisme en Normandie ? Je pense que de toute façon, comme on dirait en Normandie, on n'y coupera pas. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui réclameront en effet un document sur votre état vaccinal et que donc l'idée selon laquelle ce serait une atteinte majeure à nos libertés sera en quelque sorte confronté à quelque chose de simple, c'est que beaucoup de pays vous demanderont est-ce que vous êtes vacciné ou est-ce qu'au moins vous êtes testé, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. J'ajoute que j'ai encore le souvenir, mais c'est peut-être des réflexes de vieux, c'est qu'on avait un petit livret jaune, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes trop jeune, mais M. Rabillet doit s'en souvenir, un petit livret jaune qu'on devait avoir lorsqu'on partait. Moi, j'ai beaucoup voyagé quand j'avais entre 20 et 30 ans à travers le monde, et j'avais, je ne sais plus quoi, la fièvre jaune, je ne sais plus quoi, des vaccinations qui étaient obligatoires. Et très franchement, on n'a pas le sentiment qu'à travers ça, on se retrouvait face à une contrainte majeure. On va revenir sur ces 1 an de Covid, puisque c'était il y a 1 an, jour pour jour, que débutait le premier confinement. On va parler des relations entre l'État et les élus locaux. Qu'est-ce que ça a changé cette année de Covid pour vos relations ? Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement, il a tiré les leçons durant cette crise sanitaire et ça a amélioré, ça a dégradé les relations entre État et élus locaux ? Écoutez, je pense que tous nos compatriotes ont désormais clairement une évidence. C'est que l'État centralisé, bureaucratisé, qui aurait pu être une chance dans une crise comme celle-ci, en se disant on va avoir un système planifié, centralisé, qui va fonctionner comme un jardin à la française, à la prussienne, etc., que tout ça a beaucoup dysfonctionné et que les collectivités locales ont toutes fait preuve de réactivité, de capacité d'adaptation, d'intelligence collective, et qu'une des grandes conclusions de la crise, c'est qu'il faut changer notre modèle. Dans un pays qui est le pays où la dépense publique est la plus élevée au monde, on aurait pu penser au moins que durant cette période, ça allait marcher. Ça n'est clairement pas le cas, et tous ces dysfonctionnements, on les a tous en tête. Et comment ça se passe le dialogue à l'heure actuelle ? Par exemple, avec il y a eu 2 premiers ministres pendant cette crise. Est-ce que ça se passe mieux, moins bien avec Jean Castex qu'avec Édouard Philippe ? Comment ça se passe ? Au début, on a pensé qu'avec Jean Castex, ça allait mieux se passer, parce que ça se passait pas très très bien avec Édouard Philippe. Et au bout du compte, très franchement, ça n'a pas beaucoup changé. Je serais même presque prêt à dire que certains engagements qui avaient été pris par le gouvernement d'Édouard Philippe n'ont même pas été tenus par Jean Castex. Je prends un très simple que Thierry Rabillet connaît. Le contrat de plan. Édouard Philippe avait décidé, à notre demande, et au titre du bon sens, que nous soyons en quelque sorte dans la construction d'un contrat de plan, c'est-à-dire des grands programmes d'investissement cofinancés par la région et l'État, dans une démarche ascendante, c'est-à-dire que chaque territoire fasse le constat de ses faiblesses, de ses besoins, et que donc on n'ait pas un système qui soit descendant avec les administrations, les BOP, les budgets de programme, et paf, on fait une répartition par région à partir de critères complètement nationaux. Eh bien, Édouard Philippe nous avait dit « Ok, on va faire une démarche nouvelle. On va bâtir ensemble des contrats de plan qui partent d'un constat commun, préfet de région, président de région. » Et au bout du compte, on s'est retrouvé avec un contrat de plan qui est exactement l'inverse.
Ce qui est absolument contradictoire. Nous, en Normandie, on a un vrai besoin. C'est améliorer l'attractivité de nos universités, c'est rattraper notre retard dans les équipements. On a un immense programme d'1 milliard d'euros sur 10 ans pour bâtir notamment 2 grands campus et conforter le 3e campus, celui du Havre. Bien. Et au bout du compte, on se retrouve avec des niveaux de crédit extrêmement faibles accordés par l'État sur ce qui était pour nous la priorité de la priorité. Et quand je dis simplement, pour que vous compreniez, à l'État, dégagez-moi 30 ou 40 millions d'euros des routes pour me le mettre sur les universités, l'État dit ah non, on ne peut pas faire ça parce que ce serait un précédent et qu'après on serait obligé de rediscuter sur un nombre de sujets. Ben ça, c'est le contraire de l'intelligence. On est très loin d'une décentralisation. Il y a une loi 4D qui va être présentée dans quelques semaines. A priori, pour vous, elle est à la hauteur ? Très faible, très très faible. On ne parle pas du tout de souffle décentralisateur qu'attendaient les élus locaux ? Non, pas du tout. Et c'est un constat partagé par la totalité des structures représentant les collectivités locales, quelle que soit la couleur politique de leur président. Franchement, on a un texte très décevant. Alors, on attend beaucoup du Sénat pour améliorer le texte et donner un peu d'imagination au gouvernement. On va parler des dossiers régionaux. Avant d'en parler avec Thierry, un mot sur l'écotaxe, puisque les députés ont ouvert la porte au retour de l'écotaxe, cette contribution poids lourd, mais en la laissant à la main des régions. Est-ce que vous, en Normandie, vous êtes favorable à ce retour de l'écotaxe ? Vous pensez que je vais faire voter par l'Assemblée régionale une écotaxe ? Certains de vos collègues présidents de région sont favorables. Je sais bien, quand ils sont frontaliers avec l'Allemagne, ça va. Valérie Pécresse, par exemple. Oui, ou Valérie Pécresse, ça, très bien. Mais moi, je suis dans une région où j'ai quand même des grands ports, où j'ai une économie dans laquelle il me faut de la logistique. Je fais quoi ? J'ai déjà une économie régionale qui est comme toutes les économies, sur la ligne de crête, ou sur le fil du rasoir. Et vous voudriez que je plombe un secteur économique majeur pour la région. Je préfère largement intégrer l'idée qu'on va être la grande région de l'hydrogène, qu'on puisse bâtir un modèle dans lequel, très rapidement, on puisse commencer à expérimenter le transport logistique avec notamment l'hydrogène, par exemple. On va parler des questions régionales, Thierry. Oui, donc si on vous a bien écouté, bien compris, vous attendez toujours une réponse de l'État concernant le fléchage des millions sur l'enseignement supérieur en Normandie. Toujours pas de réponse. En revanche, est-ce que vous avez une réponse du ministre des Transports concernant votre nouveau tour de table que vous proposez pour financer le périphérique de Rouen, suite au renoncement de la métropole d'apporter ces 66 millions pour ce projet autoroutier ? Ce que je crois savoir, c'est que l'État attend la décision le vote du département de la Seine-Maritime sur sa contribution complémentaire pour compenser le retrait de la métropole de Rouen, et c'est ensuite que nous aurons des discussions avec l'État. Autre question sur les entreprises, les défaillances d'entreprises dont on parlait tout à l'heure, Thierry. Pardon ? Oui, c'est un secret de polichinelle. On sait très bien que le département va voter cette subvention supplémentaire. Donc l'État ne fait un petit peu que repousser l'inéluctable. C'est de prendre une décision. Et, je vous donne le numéro de portable de Jean-Baptiste Djebari et vous lui ferez savoir. Mais moi, les échos que nous avons du ministère des Transports, c'est qu'ils attendent la décision définitive du département de Seine-Maritime et ensuite la discussion aura lieu. On est encore dans les délais et dans le calendrier. Sur les entreprises, Thierry ? Oui, vous êtes à la manœuvre sur le plan économique depuis plusieurs mois, depuis 1 an, pour justement améliorer la situation économique des entreprises. La Normandie n'est pas épargnée. Vous suivez des dossiers lourds en ce moment, le dossier du site de Valourec sur des villes Rouen, le dossier de Manoir Industrie dans l'Eure, un département que vous connaissez bien. Qu'est-ce que peut faire un président de région pour lutter contre ces fermetures qui semblent inéluctables, où à chaque fois on est sur des centaines d'emplois qui risquent d'être détruits sur un territoire qui déjà souffre sur le plan du chômage? Écoutez, on est entre Valourec et Manoir Industrie, d'ailleurs, on n'est pas dans la même situation. D'un côté, on est sur l'État qui est défaillant, et sur l'autre dossier Manoir Industrie, sur un actionnaire chinois qui est défaillant. Donc effectivement, on est sur 2 dossiers, 2 dimensions différentes. Sur Manoir Industrie, j'ai de bons espoirs.
Nous avons bâti un modèle permettant la reprise de l'entreprise qui, je crois, est en capacité de tenir la route. Je ne peux pas trop vous en dire parce que on n'est pas. Il nous reste plus qu'un sujet à régler, qui est un sujet de taille, qui est la question de l'immobilier, sur lequel on a fait des propositions. Et donc, en clair, la balle est dans le camp du propriétaire du foncier et de l'immobilier de Pitre, de Manoir Industrie. Et si cette question-là trouve une solution, et il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas de solution, on doit être en capacité de sauver l'entreprise. Ça, c'est, je crois, possible. Sur Vallourec, honnêtement, j'ai eu l'occasion de le dire au PDG de Vallourec, cette entreprise se comporte très mal. Quand je suis allé rencontrer le président de Vallourec, à un moment, il nous a expliqué que l'écosystème industriel allemand était meilleur et donc il renforçait, que c'était plus facile en Allemagne et donc il renforçait son outil industriel en Allemagne. J'ai dit, moi, j'ai le souvenir avec Xavier Bertrand d'avoir rencontré le patron de Südzucker quand il nous a fermé 2 usines de production de sucre et les 2 fois, il nous a expliqué que lui, il était allemand et que d'abord et avant tout, il sauvait ses usines en Allemagne. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'un jour, vous vous comporterez un peu en patriote en pensant que si Vallourec est encore debout, c'est parce que l'État soutient Vallourec, et d'avoir un réflexe de temps à autre national, de se dire je suis français. Est-ce que c'est si compliqué que ça, quand on est PDG d'une boîte, de se dire le siège social de cette boîte est en France, à Boulogne. Toute l'histoire industrielle de Vallourec est liée à l'histoire de la France, et donc je vais faire en sorte qu'on privilégie d'abord la France. Je sais pas, moi, ça me paraît tellement évident, quoi. Et dernière question de Thierry sur les régionales. Thierry, avant de vous laisser la parole, on va regarder ensemble ce dernier sondage, Hervé Morin, sondage IFOP pour le Parti communiste, qui vous donne en tête un 31%, suivi de Nicolas Bay pour le Rassemblement national à 24% et Sébastien Jumel pour le Parti communiste à 14%. Thierry, une question. Oui, justement, vous êtes déjà quasiment en campagne, vous avez lancé votre plateforme participative. Quand vous voyez ces sondages qui vous donnent tous en tête, est-ce que clairement vous vous dites les jeux sont faits et je repars pour 6 ans, et avec quel projet? Écoutez, Monsieur Rabillet, l'avantage c'est que j'ai appris une chose, c'est qu'une élection n'était jamais gagnée. Voilà, et j'ai toujours eu beaucoup d'humilité face au suffrage universel. Donc en clair, au moins, si je vous donnais un sondage que chaque année fait la région, on a un taux de satisfaction sur la politique régionale qui est très élevé, mais je sais que ce n'est pas sur un bilan qu'on est élu, mais sur un projet. Et donc très clairement, je présenterai à la fois ce que nous avons réalisé, parce que nos compatriotes ne le savent pas toujours, et de l'autre, nous aurons l'occasion de présenter, mais pas avant le mois de mai, un projet, des propositions nouvelles. Vous verrez, il y a des choses assez décapantes et assez nouvelles pour la Normandie dans ce projet. Mais chaque chose en son temps. Et vous reviendrez nous en reparler. Oui, avec plaisir. Mais je pense que M. Rabillet m'invitera dans les colonnes de son journal. Ah ben, on espère que vous viendrez aussi sur ce plateau avec Thierry Rabillet. Merci Thierry. On regarde la une de Paris-Normandie. C'est un Normand qui fait rêver la France entière à la une de Paris-Normandie. C'est Thomas Pesquet. Oui, on l'avait reçu. On avait fait une manifestation avec les jeunes. Et alors, la popularité de Thomas Pesquet, l'intelligence de cet homme est absolument extraordinaire. Et il est à la une de Paris-Normandie. Vous étiez là quand on l'avait reçu? Oui, on était à l'hôtel de région à Rouen, effectivement. Oui. Non, et puis après on l'avait reçu. Avec Lucien. On l'avait reçu avec les jeunes, il y avait 4000 jeunes qui avaient discuté avec lui, c'était assez formidable. Et il est donc à la une de Paris-Normandie. Merci beaucoup Thierry Rabillet d'avoir été avec nous, et merci Hervé Morin d'avoir été notre invité ce matin. On passe tout de suite au Club des Territoires.